Bonjour, je vais me présenter, je m'appelle Delphine Page, je suis directrice du CAIE des Deux-Sèvres et je suis par ailleurs architecte et je suis accompagnée de Christophe Montil, paysagiste concepteur. Voilà. Donc tout au début, on devait intervenir à deux. Alors moi, je devais modérer Nathalie Rocohen, qui est architecte urbaniste et qui a travaillé avec Christophe sur les deux exemples qu'on va vous présenter. Il se trouve qu'elle est souffrante, donc voilà, je vous prie de l'excuser. Et donc je vais être à la fois modératrice et intervenante sur un projet que j'ai suivi de loin, mais Christophe sera là. Donc j'espère qu'on pourra répondre à toutes vos questions. Donc avant de vous présenter les deux exemples, Praille et Échiré, je vais quand même vous présenter en quelques minutes ce qu'on fait au CAIE concernant ces opérations de lotissement et puis plus largement, un petit peu, je vais vous présenter aussi la maîtrise d'œuvre, en sachant qu'on a choisi deux exemples, Praille qui est dans une commune très rurale, des Deux-Sèvres, donc un petit lotissement, et Échiré qui est dans la couronne de Niort et qui est donc une commune assez importante et dans un lotissement qui est très urbain, celui-là. Donc le rôle du CAIE, vous le connaissez sans doute, mais bon, ça ne mange pas de pain de le rappeler. Il est de conseiller les communes, alors principalement les toutes petites communes, moins de 2000 habitants, sur leurs projets, et il est de les accompagner également pour mettre en œuvre ce projet. Donc, en résumé, nous, dans les Deux-Sèvres, on les accompagne pour les consultations de maîtrise d'œuvre, en fait. Mais il est aussi de sensibiliser, alors à la fois le grand public, les élus ou le jeune public, et enfin de former. Donc ces missions, c'est des missions statutaires qui nous sont données par la loi sur l'architecture. Et il se trouve qu'elles sont, on aime bien le rappeler, elles sont insécables. On ne peut pas demander à un CAIE de ne faire que du conseil et de ne pas faire de sensibilisation. Et en fait, elles sont très bien faites, ces missions, parce qu'elles se nourrissent les unes des autres. Donc là, vous avez trois images. C'est sur la commune de Praille. Et sur la commune de Praille, l'image du milieu, c'est Hélène Bizet, paysagiste conseiller, qui a accompagné le projet du lotissement. Et vous avez aussi l'image de gauche, où là, Philippe Hédé, qui est architecte conseiller, a lui fait une visite grand public. Et vous avez l'image de droite, qui est une fiche sur le lotissement de Praille, qu'on a donnée ensuite, une fois qu'il est réalisé, pour sensibiliser les autres élus à la qualité. Donc on voit comment notre métier il tourne en fait autour de ces quatre pôles. Donc les domaines, c'est architecture, urbanisme et paysage. Moi j'aime bien le rappeler parce que c'est le E d'environnement dans le CAIE, c'est vraiment l'environnement au sens de cadre de vie et surtout de qualité de cadre de vie. Donc nos objectifs et nos valeurs, on a justement cette qualité, développer et préserver la qualité. Alors on dit souvent préserver la qualité, mais il ne suffit pas de la préserver, il faut la développer également. Expliquer et transmettre. Parce qu'on a très souvent affaire à des élus de petites communes et ça peut être un parcours du combattant. Donc on est là aussi pour leur expliquer ça avec pédagogie. Veiller et assurer la solidarité territoriale. Nous, on intervient généralement sur des tout petits projets. Mais pour nous, il n'y a pas de petits projets. Et donc nous sommes clairement investis d'une mission d'intérêt public. Alors, pour les lotissements, l'attitude qu'on a en règle générale, donc c'est principalement des lotissements communaux, c'est à 99%. D'abord, c'est écouter les élus, voilà, déjà. Retranscrire aussi ce qu'ils disent. Les sensibiliser à la qualité de l'aménagement urbain et paysager. Et là c'est clairement recourir à une maîtrise d'œuvre. Donc en fait, nous finalement, la loi, enfin les deux lois successives, nous au CAIE, on a toujours travaillé avec le recours à une maîtrise d'œuvre pour des lotissements, que ce soit architecte ou paysagiste concepteur, ou voire les deux selon les cas. Ensuite, sensibiliser aux différentes perceptions d'opération, vraiment qu'ils se rendent compte aussi, qu'ils aient la mesure de leur terrain par rapport au bourg, et puis du bourg par rapport au terrain, ça, dans un sens comme dans l'autre. Sensibiliser à la densité, alors même si ce n'est pas toujours facile, je le rappelle, toute petite commune, donc grand terrain.
et demande des habitants de grandes parcelles. Sensibiliser à la simplicité, notamment en zone très rurale. Donc là aussi, il y a un vrai travail de fond sur la simplicité des matériaux, la simplicité des aménagements. Et enfin, sensibiliser à, alors là j'ai toujours du mal à le dire, mais l'imperméabilisation, voilà, des sols. Qui le mettent aussi comme un enjeu, en tout cas qu'ils y réfléchissent vraiment. Et donc la maîtrise d'œuvre sur ces deux projets, c'est l'agence Urbanova Nathalie Rocohen, qui est architecte urbaniste. Alors elle m'a donné plein de messages, Nathalie. Donc parfois je vais prendre, c'est un peu schizophrène, je vais prendre le rôle de Nathalie. Donc Nathalie dit qu'elle est architecte, mais qu'elle a passé aussi un master en ville et territoire. Et donc qu'on ne s'improvise pas urbaniste. Voilà, et c'était important. Nathalie dit aussi que elle intervient quasiment tout le temps avec un paysagiste. En l'occurrence, ici sur ces deux opérations, c'est Christophe. Donc le lotissement de Praille, je vais vous le présenter. On va présenter la commande, la conception et puis la réalisation. Alors moi, je vais moins parler sur la conception et la réalisation, sauf quand Nathalie parlera. Donc voilà le lotissement de Praille avec un bourg, bon, c'est relativement diffus quand même, et le site de l'étude qui est à La Ferrière ou la Perrière, voilà, que vous voyez au milieu. Donc là, c'est des documents qui sont issus du cahier des charges de la consultation, avec voilà, une petite ville, c'est dans le Mélois. Oui, c'est dans le Ménois. On reconnaît les murs, voilà. Donc là, le rôle du CAE, ça a été tout d'abord travailler sur les enjeux, rédiger le cahier des charges et organiser la consultation avec des auditions. Alors à 90%, quand on organise une consultation pour les collectivités, c'est avec l'audition des équipes, parce qu'on estime que quand les projets sont vraiment tous importants pour les élus, il faut qu'ils rencontrent en fait les différents concepteurs, parce que c'est aussi un travail de rencontre entre une maîtrise d'ouvrage et une maîtrise d'œuvre qui va durer un certain temps. Il faut que le courant passe en fait. Donc nous, on privilégie vraiment les auditions. Et on avait une volonté forte des élus d'avoir un quartier qui était vraiment intégré au bourg, intégré au paysage, parce qu'en plus le terrain était plutôt pas mal. Et avec des objectifs de développement durable. Ils s'étaient posé la question s'ils avaient une approche environnementale de l'urbanisme. Ils ne voulaient pas aller jusque-là, mais ils voulaient quand même piocher des objectifs, la gestion des eaux pluviales, la sobriété des matériaux. Il va en parler. Et donc nous, voilà, sur la commande, on avait, c'est le genre de schéma qu'on fait en prédiag en fait. On avait identifié des éléments à préserver, donc les bocagères, la qualité d'entrée de Bourrès du Sud, et des éléments à valoriser. Alors vous me direz, le paysagiste et l'urbaniste, ils les connaissent ces éléments à préserver. En tout cas, ils vont les voir. Mais ça, en fait, ça fait partie aussi du travail de pédagogie qu'on a avec les élus, de formaliser en fait ces éléments. Et voilà la conception. Bonjour à tous. Donc effectivement, je représente la maîtrise d'œuvre pour ces deux dossiers. Donc si on peut revenir sur la photo du programme, voilà, celle-ci, on peut voir là où il y a un site d'études que du point de vue topographie, la parcelle est un peu particulière, c'est qu'il y a une petite bosse, et là où il y a la flèche, un petit creux. Donc c'est important pour la suite. Et deuxième élément, c'est qu'on se trouve vraiment en zone campagnarde. Là, on a en face du chemin rural une ferme avec une très belle bâtisse. Et on a les champs cultivés juste à côté. La parcelle, classiquement, était également en prairie. Et une haie existante en cours de dégradation, parce qu'on voit bien la strate arbustive finit par disparaître. Donc on va revenir là. Donc on est parti de cette notion paysagère, notamment quand on voit les implantations du bâti, c'est déjà dans un premier temps implanter le bâti parallèle aux courbes de niveau, et puis marquer en fait la géographie du lieu, la topographie. Donc au centre, là où l'eau circule, on a un espace public et qui permet en fait d'avoir un fonctionnement cohérent entre l'eau et puis un côté central du quartier. Autre élément, laser.
Merci bien. Donc c'est ici. Donc vous voyez, c'est pas un très grand lotissement, il y a 6 lots. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas beaucoup de travail, ou on va dire un travail correct à faire. L'enjeu n'est pas d'amener énormément de population, mais de créer en fait un quartier rural. Et pour cela, en fait, l'idée, c'est vraiment de mettre cette partie parcellaire dans un cocon végétal. On va mieux le voir sur les photos. Puisqu'on a des soucis, finalement, de frange urbaine, entre guillemets, puis c'est plutôt de la frange de village. Donc on a effectivement dans la conception, on le voit bien sur la coupe, cette butte ici, et puis on a forcément ici une voirie qui va s'insérer un peu en boucle en utilisant le chemin rural existant. Et donc la configuration un peu à mi-pente fait que on a un petit peu de déblai, et tout ça est géré en fait dans un espace public qui est central. Hop, ça marche pas grave. Et le souci aussi, c'est d'avoir prévégétalisé pour pouvoir créer une structure paysagère qui en fait parle tout de suite, qui crée une vitrine pour les futurs acquéreurs. Donc ce principe de nous espace public, il n'y a plus de piles. Oui, il n'y a pas une baguette. Bon, c'est pas grave, je vais me rapprocher s'il y a cette câble. Donc on a cette grande noue ici qui est en prairie fleurie, qui récupère l'eau de la voirie. On crée en espace de transition ou d'articulation une petite placette toute simple. Et on se retrouve, on va dire, en arrière de parcelle, en jonction avec le bois existant. Je ne sais pas si vous avez vu sur les photographies aériennes. Un espace à la fois de gestion d'eau pluviale, mais de biodiversité. Et on referme les côtés par des plantations, sachant qu'on a un cheminement piétonnier au nord qui se connecte au lotissement, qui n'existait pas avant. Il n'y avait pas d'ouverture. Et donc on a fait une démarche importante avec donc les propriétaires d'à côté pour qu'il y ait une liaison avec le bourg. Ça c'est important parce que ce type de lotissement en périphérie, avec la campagne, etc., cette notion de cocon végétal, il fallait un peu l'éclater en termes de circulation qui a un lien avec le bourg. Donc on voit aussi le mode d'implantation des maisons qu'on souhaitait, donc avec de la mitoyenneté pour pouvoir, on va dire, éviter d'avoir des effets de couloir, parce que quand on met une maison au milieu d'une parcelle, que la parcelle est étroite, on se retrouve avec 2 couloirs de chaque côté qui ne sont pas utilisés. Donc l'effet mitoyen permet de libérer des espaces de jardin bien exposés. Tu le dis si je suis trop long, parce que j'ai tendance à m'étaler moi. Donc effectivement, on est dans un contexte rural, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des matériaux nobles. Donc on a des petits murets en pierre, on a essayé d'habiller les ouvrages hydrauliques en pierre sèche. On a ces formes de noues très fines, très douces. Et donc toutes ces plantations, là c'est juste planté. On a une trame arbustive et puis on a des arbres fruitiers qui sont plantés à la disposition des habitants avec soit du paillage minéral ou du paillage, on va dire, en copeaux de bois, pour notamment les haies qui entourent le bassin, etc. Vas-y, quand je m'arrête. Donc voilà la parcelle avant, on a le bois à gauche, et la parcelle urbanisée. Alors on voit que l'objectif n'a pas été complètement atteint sur l'architecture. On va y revenir. Mais on voit aussi que la végétation a rapidement, on va dire, investi les lieux avec une bonne croissance parce que finalement on a ramené de l'eau sur les haies. On est aussi sur un sol qu'on dit mésophile, c'est-à-dire moyennement pourvu en eau avec un taux d'argile. Donc on veut passer sur la photo de diapositive suivante. Voilà l'entrée du quartier. Donc c'est un aménagement très simple. C'était la volonté aussi, c'est d'avoir quelque chose de très lisible, finalement que les habitants peuvent s'approprier, éventuellement faire vivre. Et puis on voit qu'il y en a certains qui ont joué le jeu, hein, puisqu'ils ont
gérer les différences de pente en construisant eux-mêmes des murets en pierre sèche. Ce qui est plutôt sympa, puisque ça représente vraiment l'identité du bourg. Et puis on a quelques haies qui avaient été préplantées, qui ont un petit peu souffert pendant les travaux, mais globalement, elles ont été respectées, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors voilà, la noue, voilà, elle est à peine perceptible. Donc on retrouve une haie de typologie bocagère, donc on n'est pas sur un vocabulaire horticole. Et on voit qu'on a un dialogue entre le paysage et puis le quartier, tout ça se fond complètement. Donc avec un espace public à l'échelle et simple où on peut finalement circuler partout. La partie engazonnée, en fait, on a commencé par une prairie fleurie où j'ai incorporé des plantes sauvages à l'intérieur. Donc au départ, on a des plantes annuelles très florifères, mais l'idée c'est de planter, de faire un gazon à faible entretien. On peut passer. Voilà la petite placette avec son muret en pierre tout simple, où on peut s'asseoir à l'ombre, une petite ouverture sur la parcelle d'à côté qui va être urbanisée. Et on voit sur la droite le cheminement qui arrive du bourg. Oui. Donc on voit ce cheminement, cette perspective vers le bourg, les haies qui commencent à bien s'implanter. Alors vous verrez, la voirie, elle n'est pas très large. Donc c'est une voirie de 3 mètres. Voilà. Donc on n'a pas besoin de plus. Voilà cette petite descente du bourg fruitière avec quelques cornouillers qui vont bien se développer sur un sol mésophile. On va voir sur la diapositive suivante l'explosion. Les fruitiers, on va dire que ils vont s'insérer dans la haie comme ils peuvent. Donc c'est vrai qu'on a parfois des surprises sur les croissances suivant les espèces. Mais ça rappelle beaucoup les chemins creux qu'on voit partout dans le secteur. On peut passer. Donc un détail sur les plantations. Voilà, l'idée c'était de masquer un peu les coffrets électriques, pas forcément les intégrer dans un mur, mais rester dans un vocabulaire très végétal. Donc je parlais en fait de prairie fleurie. C'est vrai qu'une prairie fleurie, ça ne dure pas très très longtemps, de 3 ans. Donc moi j'aime bien y mettre des plantes vivaces qui perdurent, dont l'Achillée millefeuille qui a une croissance très lente et qui offre, on va dire, la possibilité de laisser pousser sans tondre, et donc aux butineurs de butiner toute l'année, puisque cette plante fleurit quasiment toute l'année. Sauf à partir du mois de novembre, décembre, en hiver c'est un peu plus difficile. Là c'est pour toi. Oui, donc l'implantation des maisons, donc on voit qu'elle a été plus ou moins respectée sur les maisons qui sont au nord, hein, qui devaient s'implanter parallèlement à la pente. Alors là, Nathalie dit qu'elle a vraiment demandé une implantation, ce que disait Christophe aussi, en limite, voilà, en limite séparative. Ça n'a déjà pas été très très facile à faire admettre aux élus. Donc ce qu'on peut voir, c'est que ça a marché pour 2 maisons sur 6. En fait, bon, je pense que voilà, ça se passe. Voilà, c'est pas toujours facile, on va dire, pour les constructeurs. Ce que vous pouvez remarquer aussi, c'est que la taille des parcelles peut paraître un peu grande. Il faut savoir qu'elles ont déjà été réduites par rapport à ce que les élus voulaient au départ. Donc voilà, on a des parcelles de 900 mètres carrés environ, mais voilà, elles étaient plus grandes encore. Nathalie se rappelle qu'il y avait 4 maisons à peu près au départ. Donc il y avait voilà, un effort qui avait été fait. Après, c'est une opération de 2000 plus ancienne. Hein. Voilà, aussi forte qu'aujourd'hui. Et voilà la photo d'avant-après qui est assez intéressante. Ce qui est intéressant, enfin, moi j'avais milité pour axer la voirie sur la maison qui me paraissait vraiment intéressante sur la colline et de masquer les hangars agricoles à côté. Donc c'est la deuxième photo. Donc on voit avant-après, c'est bien. En plus c'est l'hiver. Donc, on voit d'autant mieux. Voilà. Donc voilà pour cette première opération. Est-ce qu'il y a des questions sur cette
des réactions sur cet exemple? Pas de questions. Pas de réaction. Peut-être sur par rapport au coût de ces aménagements paysagers par rapport alors je vais essayer. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un gros effort de la commune là, ou est-ce que vous avez réussi à... Non, on restait vraiment dans des coûts classiques. Oui. Donc, ça ne coûte pas plus cher. Non. Peine. Ouais. Non, parce que finalement, on était sobre sur les voiries. Donc déjà, alors on n'avait pas un bon sol. Hein, là, on est sur des sols argileux. Et peut-être, d'ailleurs, on soupçonnait qu'il y ait des remblais. Donc on limitait les coûts sur des matériaux onéreux, mais sans sacrifier sur les murets. Parce que c'est le genre de petits détails qui donnent un côté plus sympa à l'aménagement. Ce revêtement, c'est quoi, des multicouches? Là c'est un enrobé. Hein. Un enrobé, ouais. Donc on aurait pu aller sur du stabilisé renforcé, des choses comme ça, mais disons que sur des circulations quotidiennes, avec des gyrations au niveau des accès sur les lots, ça vieillit pas forcément très bien. Et est-ce qu'au niveau programme de travaux, la commune a repris à sa charge la voirie à l'issue de l'opération? Alors là, ça fait peut-être pas 10 ans. Je sais pas. Non, là, je peux pas répondre. Là, je sais pas si elle a repris. C'est un lotissement communal en fait. C'est un lotissement. Oui, mais non, c'est un lotissement communal, pardon. Donc il n'y a pas de voilà. Mais elle coule pas. Alors, je voulais mentionner aussi que le cabinet VRD, c'était ECA qui nous a assisté sur la partie VRD. On n'a pas mentionné. Voilà, donc je ne sais pas si... Oui. Peut-être un mot sur le calendrier. C'est un petit lotissement, il n'y a pas beaucoup de construction. Est-ce que le calendrier s'est étendu ou est resté dans les constructions se sont faites dans un seul temps? Les constructions sont faites très progressivement. Donc on a fait une première phase avec la prévégétalisation. On n'avait pas de phase finition tout de suite, donc elle est venue après, une fois que les constructions ont été faites. Et ça a bien pris 2-3 ans. Alors c'est vrai que là on n'est pas en zone périurbaine, même si Niort n'est pas très très loin. C'est un peu moins attractif que Échiré. Et encore, il y a la crise aussi à un moment donné qui a fait arrêter beaucoup les achats des terrains. Donc dans un contexte rural comme ça, l'avantage d'avoir des grandes parcelles, c'est que ça attire aussi des gens qui recherchent des plus grandes parcelles. Ce qui est plus disponible aujourd'hui, très peu. Et dans un contexte paysager qui est quand même assez attractif, il y a juste peut-être que le bourg n'a pas assez... il a une école, mais il n'y a pas de commerce. Voilà. Donc tout ça, dans ces contextes ruraux, ça ne se fait pas d'un coup. Hein. Alors justement, est-ce que par rapport à cet effort qui fait la municipalité d'accompagner son lotissement d'un préverdissement, de tout un dispositif paysager, a contribué à la commercialisation? Ouais, c'est clair. Ouais. Oui, c'est un argument. Parce que on a en fait tout de suite une ambiance, donc c'est vrai que ça influe, hein, ça c'est sûr. Donc, alors ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a une période de transition entre la phase, on va dire, infrastructure et finition. Donc nous on a choisi de planter quand même. En phase infrastructure, on n'a que la fondation. Hein. Mais le contexte paysager autour était tellement valorisant que ça n'a pas gêné spécialement. C'est vrai qu'il faut qu'on arrive à faire projeter les gens sur le lieu où ils vont vivre. Ça, c'est un enjeu important. Sauf que moi, sur d'autres lotissements, le préverdissement n'a pas marché puisque les engins ont tout enlevé. C'est toujours le risque. Hein. Et puis, une fois qu'il y a l'acquisition, ils détruisent parfois les haies pour construire des murs en parpaing. Ça, il faut faire la police. Oui, il y a une autre question. Y a-t-il eu une mission d'accompagnement de l'équipe par rapport aux projets architecturaux qui sont faits sur les terrains? Non.
Ça aurait été bien. Je pense que c'est, on en parlera peut-être après, Ouais. je pense que ça fait partie des choses Tout à fait. dans lesquelles il faudra se poser. C'est pas des idées d'Alphine, en général. C'est, comme disait Delphine, voilà, on est dans une petite commune, il y a tout un travail de pédagogie, et déjà, pour beaucoup d'élus, c'est déjà un gros projet, quoi. Alors, aller plus loin, c'est un travail progressif, et il faudrait faire des exemples. C'est-à-dire qu'il faudrait des exemples locaux qui ont réussi pour pouvoir faire projeter les élus dans cette voie-là. Il y a une autre question. Vous avez travaillé avec un PLU sur ce projet? Il n'y avait pas de PLU. Alors après, il y a eu une carte communale. Ouais. Après. Oui. Parce que j'ai vu quelquefois, ça ne permettrait pas. Oui, avec des orientations. Il n'y a pas d'éclairage public. En matière d'assainissement, c'est un assainissement qui était autonome par parcelle Oui, je crois. Là, on n'a pas l'assainissement collectif. Qui permet de réduire le coût. Oui. Oui. On va voir l'exemple. L'exemple suivant est radicalement différent, justement. Alors voilà, avant le lotissement aujourd'hui, on a quand même pris des photos, mais bon, c'était pris hier. Donc c'est un peu moins vert, ça c'est sûr. C'est moins vendeur, on va dire. Donc la commande, on est sur la commune d'Échiré, donc qui jouxte Niort, dans un lotissement qui est un grand terrain qui est à côté de l'école, du centre de loisirs, la cantine, le gymnase, le Super U, enfin bon voilà, qui est la maison de retraite, enfin le foyer logement au nord, donc qui est vraiment le terrain de la couture, qui est en plein cœur de bourg. Et donc là, le rôle de CAE, vous allez me dire, c'est toujours pareil, mais oui, c'est travailler sur les enjeux, rédiger le cahier des charges et organiser la consultation avec les auditions. Alors là, vous avez le mot du maire que j'ai remis entièrement. Donc, je ne vais pas le relire, mais ce qui était vraiment important pour les élus, c'était les liens sociaux, c'était la mixité et avoir une opération intergénérationnelle. Donc voilà, c'était une première chose. La deuxième chose étant les liaisons, et notamment les liaisons douces et paisibles. Et enfin, un programme qui à l'origine était très ambitieux également sur le développement durable, et notamment sur les futures constructions qui devaient être exemplaires. Bon, c'est un petit peu. Ce qu'on va voir sur cet exemple-là, c'est que les choses changent. Voilà. Donc les enjeux, diversité du logement, présence de services, ils avaient un enjeu de densité important également, et puis les liaisons douces, avec un enjeu un peu particulier qui était l'association de la population. Bon, c'est lié aux liens qu'ils voulaient créer. C'est lié aussi, je pense, au positionnement vraiment intéressant de ce terrain. Et il se trouve que Urbanova et puis Géniplan, donc qui sont les deux bureaux d'études, avaient suivi des formations sur la participation et donc proposé aussi des missions optionnelles là-dessus. Donc je pense que ça a séduit les élus. Et on voit une photo d'un atelier intergénérationnel, donc Nathalie dit que ça a vraiment été passionnant. C'est un atelier entre les enfants et les personnes âgées. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc voilà sur la phase conception. Je parle. Alors c'est un terrain qui est un peu particulier, il est en creux. Et on va dire les anciens disaient toujours qu'il était humide, etc. Et c'est un peu vrai d'ailleurs. Donc on a pour rattraper, en fait, raccorder les voies sur les voies existantes, ça veut dire qu'on a remblayé, donc il y a un petit peu de... Également, on a essayé de préserver les noyers qui sont tout autour du terrain. Alors, le lotissement de la couture, on a, en termes de conception, évolué par rapport à ce plan-là. L'idée, c'était de créer une voie verte centrale, fruitière, disponible donc pour toutes les générations, et tout ça relié avec donc l'EHPAD qui se trouve au-dessus. Et il y a un lien, on va dire, piétonnier transversal entre tout ce qui se passe au nord et au sud, l'équipement sportif au sud, les écoles, etc. Donc on est sur une organisation piétonne principalement, et on a juste une boucle
on va dire, en dur, enfin en voirie, quoi. J'avais un petit ajout de la part de Nathalie. Donc on avait, il y a un essai au nord de la parcelle d'avoir des logements avec des stationnements mutualisés. Donc voilà, c'était une proposition qui était faite aux élus. Donc des parcelles en lanière. Et le travail sur les noues a notamment été un gros travail avec les services en fait de la communauté d'agglomération qui peuvent être frileux, voire très frileux par rapport à ça. Donc après, non seulement voilà, on convainc les élus, mais on peut aussi devoir convaincre les techniciens qui parfois peuvent être assez réticents sur certaines solutions techniques. Alors voilà un exemple. Alors c'est localisé en haut à gauche, voilà, sur tout en haut là, il y a un espace. Donc en fait c'est l'exutoire du quartier et donc il y a quand même un espace généreux et moi j'essaie de relier la fonction à l'usage et au paysage. Donc en fait c'est une noue jardinée. Donc c'est un parc public qui est utile pour la gestion des eaux pluviales et les plantes profitent en fait de cette eau pour pousser. Donc c'est une noue très très légère qui borde un chemin avec donc possibilité d'aller à l'intérieur avec donc un vocabulaire on va dire assez naturel, des graminées, des arbustes fruitiers, donc beaucoup de framboisiers. On essaie de garder un côté usage lié au paysage aussi. Donc, parallèlement à ce travail de conception, il y a un travail de pédagogie qui a été important sur ce lotissement. Alors, auprès des élus, concernant la densité. Parce que vous avez vu voilà, qu'on a des parcelles en lanière assez denses. Et là, c'est notamment un croquis sur une zone qui inquiétait un petit peu les élus, qu'on voit ici, là, entouré en rouge. Donc là, Nathalie a fait des simulations de maisons, de maisons mitoyennes qui sont à étage. Et là, c'est là où elle dit que sa qualité d'architecte l'a énormément en fait aidé sur ce projet. Donc voilà, c'est un argument supplémentaire, mais bon, tout le monde est persuadé que c'est important. Et est-ce que cette représentation, pour l'exemple des volumes bâtis possibles, peut à un moment être un peu contractualisée dans le... Oui. Alors, c'est possible ça ou pas? Alors non seulement ça pas là sur le coup ça n'a pas été le cas, inclure dans le mais règlement, voilà. des choses. On peut faire pas mal de choses, mais c'est toujours l'équilibre par rapport à la demande. Voilà, faut pas qu'il y ait de rupture par rapport à la demande. Donc c'est alors, en fait on peut faire des propositions innovantes, mais toujours il y a une part de risque. Après, c'est un risque. C'est une volonté des élus après de savoir où est-ce qu'ils placent le curseur en fait sur leur ambition. Il est vrai qu'on ne décide pas de tout, maître d'œuvre. Donc il y a un échange. C'est dommage. Ouais, ce serait bien. Après, c'est peut-être les clients ne seraient pas contents. Le but, c'est que les gens aient envie d'habiter dedans. Voilà. Et s'y sentent bien. Et qu'il y ait une qualité de vie, voilà. Et c'est là où l'architecte a son apport, c'est-à-dire faire sentir la qualité de vie qu'il va y avoir sur ce lieu. Et c'est vrai que ça permet de compléter beaucoup la vision des choses sur des opérations urbaines. Après, ce genre de schéma, effectivement, ça permettait aux élus de se projeter en fait et de voir l'échelle de la parcelle, l'échelle d'une maison à côté. Donc voilà, c'est effectivement très important. Un argument peut-être pour la suite, on peut imaginer aussi qu'un élu qui prend la défense des citoyens, de leur liberté, ils doivent pouvoir construire ce qu'ils veulent, pas être prisonniers d'un volume. On peut aussi avancer l'argument selon lequel quelqu'un qui achète la parcelle A, c'est déjà le type de volume qu'il aura sur la parcelle B, donc son environnement. Ça peut être un argument pour pousser ce genre de démarche. On va dire ce qui fait peur aux gens, c'est la notion
proximité avec les voisins. Dans la notion de voisinage, c'est très délicat. Et justement, comment on agence les volumes, etc. C'est l'architecte qui peut dire non, on peut être en intimité et vivre correctement avec des voisins à côté, quoi. Et dans l'esprit idéal de la tête des gens, c'est souvent le pavillon, quoi. Et en fait, c'est un imaginaire collectif idéal. Et si il faut montrer des exemples, faut donner des petites choses concrètes. Il faut vraiment être très concret. Pour leur faire changer d'avis sur ces préjugés. Les pavillons et qui les vendent vont abonder dans ce sens, en disant que pour pas avoir de bruit, il faut être isolé, puisqu'ils ne savent faire que ça. Voilà, et puis ils voient après uniquement les choses de manière contraignante. Donc ce qu'il faut passer au-delà du règlement, c'est de faire passer un projet d'ensemble, un espace de vie d'ensemble. Et si on arrive à faire passer ce message, on va récupérer peut-être une bonne partie de ce qu'on voulait au départ. Parce que c'est vrai que l'aspect juste réglementaire, les gens essaient de rentrer dans les cases, mais ils ne voient pas forcément la logique d'ensemble et pourquoi, du comment des choses. Et il existe un autre outil qui est permis de construire groupé. Oui. Aussi. Il y a un outil qui, lui, permet de gérer le bâti. Oui, tout à fait. Qui permet d'avoir un projet architectural dans son... Tout à fait. Et ça, c'est un cas idéal. C'est pas le même. Ça marche dans les zones là, je vais continuer. Très très demandées. Mais dans les zones rurales, c'est vrai qu'en centre-ville, je vais eu égard à la densité, si c'est voilà. pas... Ben là, ils auraient... Alors, vous allez voir ce que ça donnait quand même, parce que on reste sur cette image, mais c'est plus comme ça maintenant. Donc, je vais continuer. Donc, concernant la participation, justement, il y a eu cet atelier sur la forme urbaine auprès des habitants. Donc voilà, un atelier de pédagogie. Mais ça, c'est aussi des ateliers intéressants parce que c'est exactement le discours qu'on vient d'entendre tout à l'heure sur la parcelle, le pavillon posé au milieu de sa parcelle, etc. Donc voilà, là, il y a tout un travail de pédagogie auprès des habitants, de montrer les formes qu'ils ont déjà sous le nez, hein, donc, dans le village. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, un atelier plus précisément sur les espaces publics et privés auprès des enfants. Donc là, que nous, on a fait au CAE. Donc ça, c'est la casquette mission sensibilisation pour leur permettre de se questionner. Puis déjà, leur expliquer qu'est-ce que c'était un espace public. Voilà. Donc ça a donné des choses assez intéressantes. Et là, vous avez justement la comparaison entre l'avant-projet et le plan de composition, qui n'est pas tout à fait pareil. Et donc on s'aperçoit de plusieurs choses. Je vais reprendre de ce que Nathalie dit. On s'aperçoit déjà qu'il y a énormément de macro-lots. Donc voilà, c'est quasiment tout en macro-lots. On a les formes qui ont été quand même, on va dire, rationalisées. On a des rectangles, plus de rectangles. On a une légère diminution des espaces publics. Donc ça, c'est ce que Nathalie me disait aussi, c'est aussi un combat, en tout cas une lutte courtoise avec les élus, de dire qu'il faut garder de l'espace aussi, de l'espace public et que voilà, parce que tout ne doit pas être en terrain rentable entre guillemets. Mais bon, là, dans le cœur déchiré, il y avait aussi vraiment cette question de on veut vendre le plus en fait. Donc voilà, finalement, le plan de composition et tout ce qui est au nord a été enlevé, tout ce qui était des logements qui étaient censés être un peu exemplaires, un peu particuliers, notamment avec les parkings partagés, tout ça. Bon, ça a été enlevé du lotissement, en fait. Donc voilà le plan de composition. Et après, on a le plan d'implantation, si tu veux parler dessus. Oui, vous avez. Non, mais tout n'a pas été enlevé non plus, voilà. Donc, et voilà ce que ça donne avec le plan d'implantation. Alors là, il y a une petite placette où on met des houes en tige, parce que la couture, en fait, en toponymie, ça vient du hou. Donc il devait y avoir à une époque des houes sur cette parcelle. Donc bon, c'est une petite anecdote. Donc on retrouve, on va dire, l'allée fruitière. Bon, au centre, vous la voyez. Alors, il faut savoir qu'il y a des macro-lots aussi, parce qu'il y a eu des
de l'habitat intermédiaire qui s'est construit, ce qui apporte de la mixité intéressante. Il y en a effectivement beaucoup, on va les voir après. Et oui, pardon. Communal, c'est communal encore. Ouais, nous c'est vrai qu'au CAE, on intervient quasiment 99%. Les promoteurs, ils font pas appel au CAE. Et une particularité aussi sur le règlement de lotissement, et ça a été synonyme de dialogue important avec le service des instructeurs, en tout cas avec la communauté d'agglomération du Niortais, qui fait que sur les petits lots, donc qui ne sont pas les macro-lots individuels, il était demandé une implantation en limite séparative. Donc là, c'est de la même façon. Il y a eu des dialogues, des réticences au départ. Enfin, voilà. Bon, ça c'est resté. Sur des parcelles, on va dire peu larges, ça se justifie en fait. Voilà. Et ensuite, on a rajouté ça parce que c'est vrai que ça vous montre, on redézoome un peu le lotissement, donc qui est la partie en blanc. Alors, je ne sais pas si ça se voit. Qui est où le cheminement marche très bien en fait, parce que ça fait vraiment partie d'une boucle après sur Échiré. Donc ça rejoint l'espace de loisirs ici de détente, en bord de Sèvres. Ensuite, sur la conception, toujours de la part de Nathalie, elle a dû travailler avec deux cas différents. Donc le premier cas, c'est le cabinet dentaire. Donc il y avait un cabinet dentaire qui était sorti en fait du périmètre du lotissement et qui était en cours de conception. Et donc là, elle a travaillé avec les archis du cabinet parce qu'il y avait un problème de gestion d'eau pluviale et tout ça. Elle a trouvé que sa qualité d'architecte l'avait vraiment bien aidé là-dessus et l'avait encore plus aidé sur le projet numéro 2 qui est une maison de santé, donc où là le projet s'est fait en même temps que la composition du lotissement et il y a eu un dialogue avec la maîtrise d'œuvre d'architecte aussi assez fin pour revoir la parcelle, revoir les accès, etc. Donc voilà le terrain avant, et voilà, c'est comme ça quasiment aujourd'hui. Donc on va avoir des images un peu particulières à vous montrer. Alors c'est très en chantier. Donc on voit d'une première opération là de petits logements. Et on voit enfin sur l'autre, sur la mixité, donc ce que disait Christophe tout à l'heure, donc c'est Habitat Sud de Sèvres qui a repris 3 énormes lots en fait. Donc effectivement c'est... Non. Je sèche. Donc là, c'est toujours les lots. Par contre, ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'on a des maisons, elles sont toutes au rez-de-chaussée, celles-là, celles qui sont proposées. Il y a 18 logements, donc c'est assez important. Et sinon, les maisons en construction individuelle sont en cours également. Donc au final, en conclusion, on avait j'ai essayé de rassembler un peu ce que Nathalie me disait, ce que moi je pense également, et ce que je pense Christophe pense également. Quand on peut, l'importance du couple architecte-urbaniste et paysagiste, on voit que ça apporte une vraie plus-value. La Nathalie dit l'importance du temps caché. Alors là, par exemple, sur Échiré, les ateliers, mais les petites perces pédagogiques pour les élus, la densité, tout ça, c'était pas fait au départ, ça n'a pas été dans la proposition d'honoraire. Enfin bon, quelques ateliers, oui, mais il y a quand même beaucoup de choses qui l'ont pas été. Donc ça a été un projet assez chronophage, on va dire. Donc l'importance de la pédagogie et du dialogue avec les élus, et puis pouvoir leur montrer aussi concrètement les choses. Et puis voilà l'importance qu'on doit donner et la qualité qu'on doit donner aux espaces publics également. D'autant plus quand il y a une densité importante. En fait, quand on a une densité bâtie, à mon avis, il faut une dédensité d'espace public pour laisser des espaces de respiration et que finalement la limite entre espace public et privé sur la pratique du jardin ou
de la promenade, etc., deviennent un peu plus floues. Donc c'est important de prendre en compte le bien-être des gens. Et quand on a un espace public qui est relié à la ville, c'est d'autant plus important parce qu'il a un usage qui s'instaure et donc un respect. Donc voilà. Et donc ça me fait finir par sur les espaces publics. Ben voilà. Donc là, j'ai pas résisté parce que l'atelier qu'on a fait avec les écoles, c'était sur les espaces publics, et vous avez le dessin des espaces publics des enfants. Alors vous allez en voir, il y a beaucoup de ronds-points en fait. Non mais le travail de pédagogie commence là. Donc ben voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ronds-points. Alors les demandes généralement, c'est assez mignon. Les demandes, elles sont toutes simples. Hein. Elles sont des bancs. Alors, il y a beaucoup de bancs, il y a des fontaines, des statues, des allées, un plan déchiré. Bon, c'est une première demande. Tout n'a pas été retenu. Des pistes cyclables. Mais il y a quand même beaucoup de demandes qui sont raisonnables et qui sont un peu de bon sens. Bon, je passe sur quand même le mini-golf et puis la piscine. Mais on trouve la pétanque, les toilettes. Bon, un autre rond-point, hein, donc on a encore du boulot à faire. Et un mandala, et là, des sanitaires, des bancs, des aires de jeu. Donc ça, c'est ce que les enfants ont fait avec aussi les personnes âgées. Donc peut-être qu'il y a un peu de personnes âgées qui s'est glissé. Et on en a un dernier qui l'a mis là. Donc voilà, on a le rebelle de la classe qui lui a mis son espace public ici. Par contre, il a mis des piscines. Alors lui, il a été à fond. Hein. Donc voilà. Donc bref. Donc voilà, on a... c'est centre de loisirs, ça. Donc en tout cas, voilà, c'est de lotissement qu'on essaye de prendre, enfin qu'au CAUNU, on prend le plus en amont possible. On est vraiment très vigilant à la qualité aussi, alors de nos cahiers des charges évidemment, mais à la qualité de la consultation, comment se déroule la consultation pour avoir un bon couple ensuite entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Parce que nous finalement, une fois que le maître d'œuvre est choisi, le projet, alors sauf occasionnellement, on le suit plus en fait. Donc on voit pas, voilà, on voit de façon très de loin comment ça se passe. Donc ensuite, on refile effectivement le bébé au maître d'œuvre. C'était un mot de conclusion. Je ne sais pas trop quoi dire. Je vais répondre aux questions. Si on met ces deux lotissements en parallèle, est-ce qu'on peut dire que sur l'un, le travail du paysagiste a été plus important, plus relatif par rapport au travail de l'urbaniste sur peut-être le deuxième cas? Alors important en quantité d'heures ou en matière grise pure? Ouais. Peut-être que le travail est plus fin au niveau du pays dans le deuxième exemple, parce que la force urbaine est peut-être un peu... Moi je parlerais de complexité en fait. Parce que c'est vrai que dans le premier cas, on avait moins ces échanges intergénérationnels, moins de liens avec le bourg. Là, il y avait les problématiques de cabinets dentaires et d'écoliers. Voilà. Donc sur une opération, il peut y avoir des opérations plus grosses et moins complexes et des opérations toutes petites, très dans le détail. Mais tout dépend du lieu en fait. Et bon, je dirais que quand même, il y a eu plus de travail sur le cas déchiré, ça c'est sûr, que pour Praille. Ouais. Vous entendez, Patrick? Vous entendez la question? Merci. Oui, je reformule juste pour peut-être essayer d'estimer la part, l'importance du paysagiste peut-être dans le premier exemple, parce que le paysage est un peu plus en avant, que le traitement urbain est peut-être plus soigné, pas soigné, mais peut-être plus en avant du coup dans le deuxième exemple. Et voilà, enfin,
comment se situer en fait la part, l'investissement des uns et des autres par rapport au contexte et par rapport au programme de l'opération. Moi, je l'estime équivalent en termes, on va dire, d'intervention de chacun dans nos différents domaines. Parce qu'en fait, on conçoit ensemble, donc on ne se rend pas compte vraiment si c'est plus paysager, plus architectural. C'est vraiment un travail d'équipe et ça, c'est très important. Parce qu'il ne faut pas séparer les domaines parce qu'on arrive à quelque chose de bancal. Et à un moment donné, on ne parle plus le même langage parce qu'on a perdu le fil. Alors là où on peut perdre le fil dans notre équipe, c'est quand on passe à, c'est peut-être une remarque à faire, quand on passe au suivi de chantier, où là, l'urbaniste est moins présent et on a là une gestion beaucoup plus terre-à-terre et dans le détail. Et c'est peut-être un petit peu dommage. Parce que du coup, ça nous permettrait d'avoir des visions communes peut-être un peu plus poussées. Mais c'est vrai que ça alourdit énormément les honoraires. Après, le deuxième exemple déchiré, c'est un exemple en travaux. Donc on ne voit pas la végétation, on ne voit pas tout ça. L'exemple qu'on a vu là, il est de près. Moi, je le trouvais aussi intéressant parce qu'on ne voit pas un lotissement tout juste sorti de l'œuf, parce que ça n'a aucun intérêt de voir un lotissement tout juste sorti de l'œuf. On le voit tel qu'il va être pour les années à venir et comme il est fait pour les années à venir. Donc effectivement, la végétation a poussé, etc. Il est agréable. Là, sur Échiré, il n'y a rien. Voilà. Mais par contre, ça nous paraissait intéressant de le montrer pour d'autres raisons. On a planté les arbres-tiges, mais tant que les maisons ne sont pas finies, en fait, on ne peut pas attaquer les gazons, les arbustes de limite. Donc aujourd'hui, ils sont un petit peu perdus dans la pampa. Mais c'était histoire aussi de ne pas perdre du temps. Parce que vu la croissance des arbres, il vaut mieux pas prendre de retard quand on peut, parce qu'on a de l'espace quand même au niveau central, donc on a vraiment axé sur cette partie-là. Si vous avez une autre question. Oui, moi c'était par rapport à l'attente de pluridisciplinarité. Quels étaient les autres partenaires éventuellement et quel dialogue y a-t-il eu avec ceux-là? Alors, les partenaires à l'intérieur de l'équipe ou à l'extérieur? On n'a pas entendu parler de géomètre, par exemple. Alors là, en fait, c'est pas un géomètre, c'est un cabinet VRD. Donc c'est le même que pour Praille, donc hydraulique environnement. Le géomètre est intervenu plutôt en mission à part. Oui, voilà, ce travail classique. Donc, on a fait découvrir un peu la concertation sous cette forme-là à la commune. Et en fait, ça leur a tellement plu que moi, j'ai travaillé sur l'aire de détente. Du coup, on a continué à faire cette concertation avec les pêcheurs, etc. Et c'est vrai que ça permet d'avoir un projet partagé et que tout ne repose pas sur les élus et eux arbitrent évidemment. Donc là, en fait, je trouve qu'en termes de partenariat, c'est ça qui nous a marqué. C'est d'associer la population. Et ce qui est important aussi, c'est que là, il y a un nouveau quartier, il y a une nouvelle population qui va arriver. C'est que les habitants qui peuvent participer aussi puissent être au courant du projet et parfois ça dramatise un petit peu, voilà, qui va venir, c'est proche de chez moi. Donc les riverains ont aussi leur importance pour l'acceptation du quartier. Et tout au nord, j'ai oublié de dire, tout au nord sur le grand espace qui a été enlevé du périmètre du lotissement, il y a un village en fait intergénérationnel qui s'installe. Donc en tout cas pour les élus, voilà, il y a un certain nombre de leurs objectifs qui sont... Et oui, je pense que c'est la municipalité. On voit qu'il y a 2 rues parallèles et il n'y a quasiment pas de liaison entre les deux. Et là, on compte à ce que le quartier fasse cette liaison. Ça permet de faire tous ces échanges-là, on l'espère en tout cas. Donc voilà, nous avons fini. Merci. Votre attention. Nathalie vous remercie.